Riyad Mahiaoui, vous êtes membre du comité scientifique, vous êtes également président de la Société algérienne d'anesthésie et de réanimation et de soins intensifs et des urgences. Bonsoir. Bonsoir Sarah et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis bonne très année. Heureux, bonne année, meilleurs vœux et très heureux de rencontrer mes copains et mes amis, Rachid Belhadj et Dr Tafat. Un séminaire rehaussé donc par la présence du président de la République à la clôture, mais aussi par la présence également du Premier ministre à l'ouverture donc de cet événement, une forte présence du politique dans cet événement médical. Est-ce que cela peut être un signe finalement, professeur Mahiaoui, de l'importance qu'on accorde aujourd'hui à la réforme de la santé? Écoutez, effectivement, la rencontre et l'intéressement de Monsieur le Président de la République et tout le staff et tous les membres, les cadres supérieurs de l'État, les ministres, les responsables de la sécurité du pays étaient présents. Ça donne quand même une idée sur la volonté de changement et la volonté d'insuffler un nouveau souffle dans la réforme de la santé, d'autant plus que cette santé qui est arrivée à une limite où il y a beaucoup de transitions qui font qu'actuellement, il faut réellement jeter un œil sur la santé qui regorge quand même de problèmes, les ressources humaines, les ressources logistiques, le mode de gestion. Et par rapport à cette transition épidémiologique, démographique et technologique, il faudra qu'on s'inscrive. À laquelle on devrait justement on devrait s'inscrire. On n'est plus aux années 70 où on était à 14 millions. On est en 2022, on est quand même à 45 millions d'habitants. La fin ou la chute de ce sujet me tend un peu la perche. Alors le président de la République a parlé justement de l'importance d'un consensus qui doit fédérer tous les acteurs de la santé. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui, professeur Mahiaoui? Écoutez, moi j'avais participé aux journées de Wilaya, j'ai participé aux journées régionales, regroupant toutes les Wilayas et à l'échelle de tout le pays. Et honnêtement, ce qui ressort de tout ça, et il y avait tous les intervenants, tous les organismes, il y avait toutes les tendances. Et ce que j'ai remarqué, c'est que tout le monde veut un changement. Tout le monde veut un changement, du plus petit employé de la santé jusqu'aux nouvelles. Il y a des nouveaux professionnels dans la santé, les informaticiens, les diététiciens, les psychologues, qui ont été largement marginalisés pendant longtemps. Et tout le monde veut le changement, y compris les gestionnaires, les paramédicaux, tous les syndicats veulent le changement et on fait tout pour qu'il y ait un changement. Parce que honnêtement, pourquoi ça? Parce que on peut donner mieux. On peut être mieux que ça, parce que les compétences sont là, les gens sont motivés, les gens n'ont pas quitté le pays, les gens sont présents, ils sont engagés. Et les 2 ans de Covid, et les 2 ans de Covid ont démontré quand même la solidarité et l'engagement du secteur de la santé, avec quand même pas autant de moyens qu'on le dise. Peut-être voilà. pas sur le changement, c'est clair que tout le monde veut une réforme de la santé. Aujourd'hui, il est clair que cela est plus qu'urgent. Personne n'est satisfait de la qualité des soins qui est dispensé, que ce soit le malade ou le professionnel ou le politique. Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut un changement. Mais peut-être que je vous pose cette question pour dire que est-ce qu'il y a aujourd'hui des points sur lesquels on ne s'entend pas? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des points encore sur lesquels il y a des différences? Non, là, je ne pense pas, parce que au vu des ateliers, on a vu un peu la globalité des ateliers, on a vu les conclusions. Il y a beaucoup de discorde dans les idées, parce que tout le monde veut des différents corps aussi, même avec nos collègues généralistes. Tout le monde veut bonifier son corps, et c'est tout à fait normal et légitime. Je veux dire, tout le monde veut être un acteur principal dans ce reste maintenant les sources de financement. Est-ce que l'hôpital doit générer sa richesse, l'interaction publique-privée qui est un tabou, on ne peut plus parler de privé. Un malade qui vient du privé va à l'hôpital, il est presque renvoyé, excusez-moi de le dire, en lui disant reviens là où tu viens. Donc l'interaction des organismes payeurs, des financements, des caisses d'assurance, la mutuelle, la CNAS et les assurances privées. Donc il faudra revoir tout ça et je pense que on va accorder un peu nos violons et trouver un moyen
mots qui sont revenus dans les communications au cours de ces assises, c'était des solutions réalisables et progressives, ou alors l'exploitation des moyens dont nous disposons déjà, c'est-à-dire les moyens matériels et humains. Quand on entend ce discours, on n'a pas vraiment l'impression qu'on va vers une réelle refonte du système de santé. On va vers quoi, au juste ? Écoutez, c'est clair que, appelez ça comme vous voulez, réforme, refonte, relooker, un nouvel œil sur la santé, appelez comme vous voulez, la sémantique, on peut trouver n'importe quel moyen pour définir un processus. Néanmoins, il y a l'existant quand même. Il y a 609 établissements à l'échelle nationale. C'est l'un des pays où la couverture sociale et la couverture sanitaire est la meilleure, plus que beaucoup de pays développés. On a 72 442 lits d'hospitalisation à l'échelle nationale, dont 4600 lits dédiés aux urgences. Donc il y a un existant, il y a des ressources humaines. Il y a, malheureusement, je le dis, mon ami Rachid, il va confirmer ce que je dis, c'est mal réparti. Il y a des endroits où on trouve 18 chirurgiens, 20 chirurgiens. Dites-nous ce qui ne va pas. On a beaucoup de moyens, vous le disiez, je peux compléter les chiffres que vous avez donnés. Alors on a 361 établissements hospitaliers, plus de 8070 polycliniques et salles de soins, on a quelque chose comme 100 centres de dialyse, on a une vingtaine de centres de lutte contre le cancer, on a 433 centres de proximité d'accouchement, on a également pour les praticiens plus de 56 000 praticiens, on a 14 000 praticiens spécialistes, 28 000 praticiens généralistes, on a 2192 pharmaciens. On peut donner les chiffres comme ça, mais qu'est-ce qui ne va pas finalement ? Écoutez, le chiffre sans parlant, ce qui ne va pas, c'est que la répartition n'est pas équitable à l'échelle de tout le pays. Je suis désolé de le dire. C'est pour ça que je rejoins. Il a défloré un peu mon atelier sur lequel j'ai travaillé pendant les 3 trucs, où le médecin généraliste doit être on a parlé socle. L'accès de soins, c'est très important. Le socle, l'accès de soins et le droit aux soins aussi. Parce qu'actuellement, c'est pas évident. C'est un droit inclus dans la Constitution. Voilà, le droit est inclus dans la Constitution, mais ce droit-là, quelquefois, honnêtement, il n'existe pas. Allez faire une cataracte à l'hôpital, pour ne citer que la cataracte, dans le secteur public. Allez faire une hernie dans le truc. Et ça, il y a un problème quelque part. C'est clair. Je suis désolé de trouver une hospitalisation pour Tout le monde va vers le privé aujourd'hui. Non, mais pourquoi les gens vont le privé ? Parce qu'on a fermé. Non, oui, parce que. Dites-nous, professeur Mahiaoui, c'est moi qui pose la question. Non, parce qu'on a trouvé un système pour ne pas faire ces pathologies dans le public, pour qu'aller dans le privé, c'est clair. Je veux dire, il y a une espèce de conflit d'intérêts dans ces pathologies-là, pour ne citer que celle-là. Oui. Et donc, les gens ne trouvent pas le moyen. On rentre à l'hôpital, on va tout faire à titre privé. On fait des bilans, on fait des scanners, Nous, dans le cadre du programme, je peux en parler, de transplantation d'organes, tous les bilans qui coûtent des millions sont faits à l'extérieur. Je veux dire, où est dans tout ça les prestations et le droit à la santé ? On parle de gratuité, finalement, elle est biaisée. Elle est biaisée, bien sûr qu'elle est biaisée, bien sûr qu'elle est biaisée. Il rentre à l'hôpital, il est pris en charge à 100%. C'est les parents qui l'emmènent faire le scanner, qui payent de leur poche. On a besoin de dédimères, on va leur dire faire les dédimères dehors. On a besoin de, je sais pas, de n'importe, pour ne citer que ça. Oui. Je veux dire, c'est ça qui complique. Et les lois sont là. Le pouvoir public, je rajouterai encore plus, on est surbudgétisé. Les équipements qu'on a. Il y a du gaspillage, professeur Mahiaoui. Il n'y a pas de rationalité. Les équipements, on a les meilleurs équipements. Même quand on reçoit des étrangers venant de grands pays européens, quand ils rentrent chez nous dans les services en réa au bloc, ils trouvent du monitorage, ils disent, nous, on n'a pas ça, nous, réellement, vous êtes dotés d'équipements. Donc reste un peu d'activer, d'évaluer, d'instaurer une discipline dans les hôpitaux, en commençant par les gestionnaires, les chefs du management et de la gouvernance. Exactement. Si on n'arrive pas à faire amener les gens à 8 heures du matin travailler et faire jusqu'à 16 heures tous les jours, chose qui est devenue pratiquement impossible. On a essayé d'instaurer la discipline, le pointage, mais c'est pas possible, je veux dire. Il y a un dysfonctionnement, appelez ça du management, ce que vous voulez. Il y a une école supérieure d'ailleurs qui est en principe de management médical. Oui, mais je suis manager, vous me donnez un système où les gens ont pris le pli et il n'y a pas d'organisation sur les horaires de travail, les heures de travail par semaine, c'est régi par des lois, ça.
n'est-ce pas? Donc voilà, donc tout ça fait que, à la base, le système de santé paraît un peu plus défaillant parce que depuis l'accueil du patient, on ne sait même plus à qui parler, on ne sait même plus qui a une blouse blanche, qui n'a pas de blouse blanche, qui est celui-là, qui est... on a essayé, il y a 2 ans, 3 ans, ils ont essayé de badger tout le monde pour savoir qui est qui. Ça ne marche pas, les gens ne mettent pas le badge, on ne sait pas à qui on a affaire. On a un peu fait le diagnostic depuis un moment, vous allez me dire, mais aussi grâce à ces assises, on a fait un peu le diagnostic de ce qui se passe au niveau de notre système de santé. On a touché du doigt les dysfonctionnements. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Écoutez, les solutions vont tomber. Les régions du Sud et du Haut-Plateau, motiver les gens, multiplier leur salaire par 3, par 4, donner-leur le moyen d'habiter correctement, donner-leur le moyen de ramener leur famille avec eux, les enfants, donner-leur moyen de scolariser leurs enfants là où ils sont. Et je pense que je serai le premier à partir. Je veux dire qu'il n'y a aucun problème pour ça. Mais ne m'emmenez pas dans un endroit où je ne pourrai pas vivre correctement, je ne pourrai pas évoluer et je ne suis pas payé par conséquent. Donc voilà, je veux dire que les solutions existent. C'est l'incitation. On a parlé, je veux dire, encourager l'investissement dans les régions du Sud et des plateaux. Investir quelqu'un, s'il veut installer une clinique ou un hôpital ou un cabinet clinique, exonérer des impôts, aidez-le dans le système bancaire. Je pense que les moyens existent. C'est une question d'incitation. Je veux dire, et par rapport à l'absenté, etc. Les lois existent, madame. Je connais, on a des amis qui sont très bien placés dans la hiérarchie de certaines entreprises et pour sortir une demi-heure, ils font une demande de sortir avec autorisation. Sinon, leur salaire est amputé du moment où ils vont appliquant les lois. Est-ce que c'est en cours aujourd'hui, professeur Mahiaoui, permettez-moi de vous poser cette question. Vous me dites, donnez-leur. Aujourd'hui, il y a eu le Premier ministre qui a fait l'ouverture. Il y a eu le président de la République qui a fait la clôture de cet événement. Et il y avait le ministre de la Santé, le premier concerné par ce secteur. Est-ce qu'aujourd'hui, tout cela est en cours? Effectivement. Est-ce qu'on est parvenu finalement à asseoir une stratégie? Je vais vous dire, tout ça est en cours et rappelez-vous, je remonte à une année auparavant où monsieur le président de la République est venu rendre visite au comité scientifique et c'est là-bas où il avait annoncé que le service civil va être aboli et que les gens du Sud vont avoir une possibilité de faire médecine à condition qu'ils signent un contrat pour revenir dans leur endroit. Donc je veux dire que la réflexion est déjà engagée. La réflexion est déjà engagée. Malheureusement, cette pandémie a fait que tout est retardé. On est plus occupé à trouver un lit d'hôpital et à soigner nos patients et à les vacciner malgré la difficulté. Mais je pense que la réflexion a été faite. La réflexion sur le départ à la retraite, sur les exonérations par rapport au pourcentage de retraite, par rapport au plafonnement, comme a dit avec les syndicats, on a eu gain de cause. Je veux dire que le politique, honnêtement, fait tous les efforts possibles pour aider à ce que les choses aille mieux. Donc à nous maintenant, écoutez, il ne faut pas aussi jeter la balle, c'est à nous maintenant en tant que professionnels de la santé, que responsables de service, enseignants-chercheurs qui sommes à l'université, d'aider à ce que les choses aillent mieux, et à aider à appliquer de façon rigoureuse tout ce qui est dicté par la loi du travail, l'organisation, les heures de travail, etc. Donc c'est l'affaire de tous, je suis désolé de le dire, tout le monde doit être impliqué de bon cœur, parce que honnêtement, moi personnellement, y compris mon ami Rachid et le docteur Tafat, je suis désolé, je n'ai aucun espèce de complexe avec n'importe quel médecin et de n'importe quel pays. On peut les regarder en face, on peut discuter d'un sujet, on n'a pas à rougir de ça. Mais malheureusement, je ne peux pas accueillir un malade avec le sourire, le mettre dans une salle où il y a des draps propres, où c'est l'ambiance. Voilà. Il ne s'agit pas de rougir, hein, professeur Mahiaoui. Il s'agit peut-être de reconnaître aujourd'hui qu'il y a un problème et que notre système de santé a montré ses limites. On a beaucoup parlé au cours de ces assises, justement. Je voudrais peut-être rebondir sur le paiement aussi. Non, oui, allez-y, bien sûr. Oui, bien sûr. Non, c'est juste un truc, une métaphore. Une voiture qui coûte 12 millions de dinars, 13 millions de dinars, elle est assurée à 800 000 dinars. Et quand il y a un accident, la voiture est remboursée. Mais la personne qui est plus ou moins polytraumatisée ou fracturée, elle va à la charge de l'État.
Pourquoi on ne paierait pas, cette assurance ne paierait pas les soins de cette personne à l'hôpital? Oui. Regardez, mais c'est vrai que c'est même pas dit comme ça paraît simple. Hein, non, mais non, c'est pas que ça paraît simple. Oui. Il y a des assurances, il y a des assurances privées, il y a un tiers payant, il y a la mutuelle. Et les gens paient. Et les gens paient. Puis c'est tout. Et puis c'est tout. Pourquoi, quand on voyage, on a une assurance? Pourquoi les gens, quand ils ont des cartes de crédit, même dans les banques algériennes, l'assurance est comprise dans la carte de crédit? Vous le savez très bien. Je pense que même vous avez cette carte de crédit qui pourrait éventuellement vous assurer durant votre voyage. Vous voyez qu'il y a des mécanismes. Activons-le. Et pourquoi on ne le fait pas alors? Eh bien, je ne sais pas. Activons-les. C'est à quel Moi, niveau, je trouve ça anormal que le personne, on lui rembourse 1 milliard pour sa bagnole, mais le monsieur, il va se faire si vous permettez, professeur Mahyaoui, qui doit décider? Et c'est l'État qui paye. Professeur Mahyaoui, je vous pose une question directe, professeur Mahyaoui. Qui doit décider de cela? Eh bien, écoutez, honnêtement, j'en appelle aux autorités supérieures du pays, le pouvoir, et c'est eux qui ont le pouvoir de décision. Nous, on a la proposition, on adhère totalement, et nos propositions ont été faites, notre boulot a été fait. On a fait ce qu'on avait à faire. On a fait les 8 ateliers sur des thématiques bien précises, pointueuses et réellement porteuses. Maintenant, ils vont développer à haut niveau, parce qu'il faut quand même développer avec d'autres experts, des gens qui sont dans des finances, etc. Donc, ils vont développer pour trouver ces mécanismes. Mais dans tous les pays du monde, la médecine n'est pas totalement gratuite, même si elle est gratuite. Il y a eu des petites propositions par moment par des compagnies d'assurance, notamment par rapport à la prise en charge des malades cancéreux, parce que j'avais vu ça à un moment donné il y a quelques années, mais ça n'a jamais abouti en réalité. Écoutez, Sarah, je reviens encore sur des trucs pratico-pratiques, parce qu'on s'est promis de se dire la vérité. Pas dans votre émission, même dans votre mais on s'est promis dans ces assises de se dire la vérité. Oui. Une meilleure communication, déjà, c'est déjà un bon point. C'est déjà un bon point, madame. Il faut dire la vérité aux Algériens. Oui. Pourquoi telle société nationale a une convention avec une clinique privée? Et les gens vont faire leur bilan, vers leur intervention. Et c'est l'argent de l'État, non? C'est l'argent de l'État. Oui. Des institutions publiques. Et pourquoi à l'hôpital on ferait pas ça? Je veux dire, je parle comme ça, en essayant de passer un peu avec un peu d'humour. Oui. Mais c'est la réalité, vous le savez très bien. Absolument. Que je ne citerai pas les sociétés pour ne pas stigmatiser, mais je sais que les gens, ils vont leur faire le bilan quand ils veulent, le bilan qu'ils demandent. Il a besoin d'un scan, il va faire son scan, il a besoin, et c'est payé par sa société, et c'est l'argent de l'État qui tourne. Donc voilà, pourquoi ne pas capitaliser tout ça pour en faire une médecine? On conclut, hein, professeur Mahyaoui. Conclure, c'est très bien, je veux dire, qu'on a tellement de choses à dire qu'une heure, ça suffit pas, on va faire une doléance. Je voulais terminer. Non, c'est-à-dire que, bien entendu, il y a un élément très très important dont on a parlé durant les assises, c'est la contractualisation. C'est-à-dire que quelqu'un, un service, un hôpital qui travaille plus doit gagner plus. Un médecin qui travaille plus doit gagner plus. Je rejoins ce qu'a dit. Il en a parlé tout à l'heure. Non, c'est-à-dire que je suis désolé, quelqu'un qui passe la nuit à la maison et quelqu'un qui fait une garde nuit blanche ne sont pas payés de la même manière. Et ça doit ressortir sur les bilans. Selon la rentabilité, en fait. Deuxième élément sur lequel j'insiste beaucoup. Évaluez-nous. Allez dans les hôpitaux, faites de l'évaluation. J'ai un service où je dois faire 600 malades par an, j'ai un budget conséquent pour ça, je ne fais pas 600 malades, fermez-moi mon service et ramenez quelqu'un d'autre. Je veux dire que c'est très important. La contractualisation, si on arrive à mettre en place ce système de contractualisation, de contrôle et d'évaluation, que ce soit public ou privé pour ne pas stigmatiser, je pense qu'on fera un très très grand pas dans la médecine d'aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Cette émission est à présent terminée.